Bonjour à tous et bienvenue sur After Fight, ton podcast de MMA. Au fil des vidéos, on va retrouver des combattants, des managers, des préparateurs physiques, mais aussi des passionnés qui vont venir échanger avec moi autour de cette discipline qui nous rassemble tous, qui est le MMA, les arts martiaux mixtes. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et si tu as kiffé la vidéo, de la liker. Merci. De retour sur After Fight. On se retrouve aujourd'hui avec un préparateur physique, homme de terrain, sportif. J'ai nommé Nabil Takali. Nabil, comment ça va? Ça va et toi, tranquille? Ouais, ça va nickel. Je suis super content de t'avoir sur mon podcast. Ah, ça fait plaisir. Nabil, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques lignes pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Ok. Ben moi, c'est Nabil Takali, toulousain. Je pense que vous l'avez entendu dans l'accent. 29 ans, préparateur physique depuis pas mal d'années et principalement dans les sports de combat. Et je pratique aussi le sport de combat, MMA. J'ai fait grappling, j'ai fait un peu de boxe thaï. Dans les sports de combat, ouais, c'est ce que j'ai fait. Ouais. Enfin, voilà. Et au niveau de tes études, tu t'es orienté directement très jeune vers le sport? J'ai toujours fait du sport depuis petit. Moi, j'ai fait du foot, j'ai fait badminton, crossfit, musculation. J'ai dû en faire d'autres, mais je te jure, je ne me souviens même Ouais, pas. t'as un peu Et touché à après, tout, quoi. ouais, voilà, j'ai un peu touché à tout parce que été dans le sport à fond. Après, pour les études, non, j'ai commencé par le droit, moi. J'ai fait des études de droit et ça me plaisait pas du tout. Et je parlais avec un pote à moi qui était en train de passer le concours. Il disait, ouais, tu devrais faire ça et tout. Et moi, j'étais passionné par le sport. Je me suis dit, vas-y, on va essayer d'allier passion et carrière parce que moi, je me voyais pas sur un PC faire un boulot de service toute ma vie. C'était vraiment pas ça qui m'anime. Moi, ce qui m'anime, c'est travailler avec les gens. Et c'est pour ça que je me suis dit, on va tenter. Je m'attendais pas à ça au niveau des études, etc. Parce que rapidement, je t'explique. En fait, moi, j'ai fait le BPGEPS. Si tu fais un concours, si tu es pris au niveau du concours, on est 200, je crois, et ils prennent les 20 premiers. Si tu es pris, moi, je l'ai fait en alternance. C'est-à-dire que c'était sur 2 ans, tu as les cours en théorie et tu es en salle de sport en pratique. Et pour se le faire financer, le BP, parce que c'est un peu plus de 8 000 euros, et je voulais pas sortir 8 000 euros pour le diplôme, je l'ai fait en alternance et c'est sur 2 ans, sauf qu'il faut prendre les deux mentions, la haltéromusculation et les cours collectifs. Les cours collectifs, c'est pas que CrossFit ou cross training, c'est tout ce qui est step, euh, tout ce qui est fitness entre guillemets des années 90. Moi, je détestais ça. Ça a été compliqué cet aspect-là. Après, moi, j'étais vraiment passionné, donc j'ai serré les dents et j'ai réussi, j'ai validé mon diplôme et voilà. Après, je fais pas mal de formations derrière. Pendant que je faisais mon BPGEPS, je faisais des formations. Le week-end, je partais en formation, je me finançais des formations. C'était compliqué parce qu'il fallait que je pose des jours. Et je continue à me former. Là, peut-être que je vais refaire encore une autre formation, mais c'est un gros budget. Mais je pense que c'est important dans notre métier de se former continuellement. Super, on va y revenir de toute façon à cette partie. Et à quel âge donc exactement? Aujourd'hui, tu as quel âge? 29. 29. 29. Et là, tu nous parles de tes études. Tu avais quel âge à peu près quand tu as commencé ce BPGEPS? Euh, 23 ou 24? 23? Parce 23, je que il me semble que récemment, ils ont ajouté justement les sports de combat dans. Alors, je ne pourrais pas te dire, mais je sais qu'il y a des BPGEP sport de combat, mais c'est vraiment l'aspect coaching en sport de combat. Moi, c'est vraiment l'aspect coaching, préparation physique, etc., quoi. C'est pas, on voit pas de combat entre guillemets. On voit pas le coaching en tant que combattant, mais je sais que moi j'ai des potes à moi à la salle qui s'entraînent, ils ont le BPGEPS activité pugiliste, BPGEPS grappling et tout, des trucs comme ça, quoi. En fait, je te pose cette question parce que quand ça s'est fait la passerelle justement d'être préparateur physique, enfin coach en salle de sport, à vraiment préparateur physique se spécialiser dans les sports de combat. Mais moi, j'ai toujours suivi le MMA depuis très longtemps. Je me rappelle avec mes potes, on regardait plutôt les vidéos, tu vois. On n'avait pas le live et tout, parce que enfin, ça m'est arrivé quand même de faire des soirées à l'époque, mais on regardait vraiment les débuts de l'UFC. Je te parle pas le début, mais on avait quand même regardé
tu vois, les premiers champions, etc. John Jones, c'est tout? Même, bien avant. Bien avant, ok. Ouais, j'ai vu de la... Après, j'ai eu un passage où j'ai arrêté de suivre parce que c'est vrai qu'avec les études, le sport, regarder tard le soir, c'était compliqué pour moi. Moi, Je crois qu'on a tous eu ce passage. Tu vois, moi, j'ai 28 ans. J'ai 29 ans, je me vieillis. Mais pareil, je suivais les arts martiaux, l'UFC à l'époque de Georges Saint-Pierre, et j'ai raccroché, j'ai repris à l'époque de Conor. Donc, je sais pas si pour toi, ça a été pareil. Tu vois, c'est Conor Moi, c'est Conor, je le dis ouvertement, qui m'a remis dans le game du MMA et de l'UFC, quoi. Ça m'a... Je dirais que je suivais, mais c'est vrai que ça a donné un gros coup de pouce à la médiatisation. En fait, avant, je suivais vraiment que l'aspect combat. Je regardais les combats et puis c'est tout. Je regardais pas ce qui se passait autour. Tu vois, tout ce qui est pesé, les interviews, l'histoire un peu, le storytelling autour des combattants. Et maintenant, alors je sais pas, je pense que l'UFC a vraiment travaillé là-dessus au niveau de la com, ça se voit. Mais c'est vraiment beaucoup plus intéressant maintenant de suivre l'histoire d'un athlète, de voir comment il évolue, etc. Avant, je regardais les combats et puis c'est tout avec mes potes. On passait nos soirées UFC et puis c'est tout. Et derrière, en fait, moi, dans ma salle de sport où je m'entraîne, c'est qu'il y a aussi des sports de combat et ça m'a un peu fait revenir là-dessus. Il y a des cours de grappling, de MMA. J'ai essayé, j'ai repris entre guillemets et ça m'a manqué parce que moi, j'ai fait de la boxe thaï à l'origine et ça m'a fait kiffer, quoi. Je me suis dit, putain, les sensations et tout, c'est quand tu t'entraînes, tu fais un sparring et tout, c'est pas comparable à un match de foot. Pourtant, moi, j'adore le foot. Je suis beaucoup moins maintenant parce que ça prend du temps, mais les sensations que tu as quand tu es en combat, en sparring, c'est particulier, quoi. C'est primal, en fait. Tu reviens vraiment à la nature de l'homme et c'est particulier. Et pourquoi ne pas justement avoir essayé de faire une carrière en tant que combattant, justement, vu que tu as connu ces sensations et que tu as l'air d'y avoir pris plaisir? Parce que je pense, peut-être je suis arrivé tard aussi, entre guillemets, dans le truc, et c'est compliqué, surtout en MMA, de commencer tard. Tu peux toujours être un génie, mais je pense que je suis pas un génie. Ça demande beaucoup de temps et sacrifice aussi, franchement. Tu t'entraînes 2 fois par jour, tu es fatigué, tu peux pas faire autre chose à côté, franchement. Moi, les mecs, tu vois, comme Michael Lebou, qui a travail et qui s'entraîne et qui, au final, tu vois, gagne son combat, et tu vois, c'est un combat difficile. Tu te dis franchement chapeau, ouais, parce que c'est difficile. Et je me voyais pas en fait faire tous ces sacrifices. Je pense en plus, j'ai pas globalement, maintenant le MMA, c'est plus comme avant. Tu vois, si tu commences tard et que t'es pas un génie, ça va être compliqué de réussir. Je dis pas que c'est impossible, mais je me voyais pas faire tous les sacrifices pour réussir, quoi. Et donc, tu as eu ton diplôme, tu commences donc à coacher en salle directement? Ouais, j'ai directement coaché en salle parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que l'alternance, c'est qu'on était quasiment la moitié du temps en salle. Donc, on faisait du coaching, on faisait des programmes. Donc, on était vraiment dans le bain. Et j'avais commencé un peu à travailler ma com, un peu à travailler mes réseaux, etc. Donc, dès que j'ai eu mon diplôme, j'ai pu commencer à coacher directement. En fait, les personnes que j'ai eu dès le début, elles m'ont ramené énormément de monde. Donc, maintenant, j'en ai moins parce que je préfère faire vraiment qualitatif et me concentrer sur les combattants aussi qu'avoir du monde et faire moins de qualitatif, quoi. Et j'ai commencé direct. Ouais, tu as commencé direct. Et au niveau des combattants, je suppose que ça a été dans le secteur là où tu habites. Tu as été sur Toulouse peut-être dans des salles. Enfin, est-ce que tu peux nous parler de quelques combattants, même s'ils sont peut-être pas connus Sur Toulouse, j'ai grappleur et taille et j'ai du MMA aussi. En taille, j'ai un pro. En grappling, après, il n'y a pas de niveau pro, niveau amateur, entre guillemets, c'est plus le niveau des ceintures. Mais j'ai ceinture marron, ceinture violet. J'ai pas mal de grosses ceintures. Et en MMA, j'ai des amateurs sur Toulouse. Après, sur le suivi à distance, que je fais beaucoup, j'ai beaucoup de combattants pro, dont Baki, qui est le plus connu. Et Baki, je pense que c'est le premier combattant pro que j'ai eu, je crois. À distance, pardon. Sinon, en présentiel, j'en avais déjà avant. Parce que ça fait un moment qu'on travaille ensemble, par exemple, avec Baki, à distance. C'est un truc qui marche bien. Ouais, à distance, ça va. Est-ce que c'est un objectif pour toi de peut-être pouvoir avoir une salle quand on voit, par exemple, tu vois,
Je vais prendre pour exemple le plus médiatisé, peut-être le plus connu aujourd'hui, c'est Clément Marcoux, qui a Abdul Abouragimov et qui le fait venir dans sa salle et qui le coach. Est-ce que toi, aujourd'hui, c'est peut-être un objectif de pouvoir arriver à ça, de plus travailler à distance justement avec des athlètes? Alors, plus travailler à distance, non. Avoir une salle, ça c'est clair, c'est l'objectif parce que c'est même un rêve. Après, ça serait vraiment, mais tu vois, l'aspect. Enfin, Clément Marcoux, c'est vraiment quelqu'un que je respecte. Pour moi, une référence en France avec d'autres, bien sûr. Parce que j'aime bien comment il a fait sa salle. J'aime bien enfin, sa façon de travailler. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il travaille avec Fred. Tu vois, ils sont complémentaires, en fait. C'est ça qui est cool. Et ouais, l'objectif dans les années à venir, c'est d'avoir ma structure, vraiment de faire que du coaching en présentiel dans cette structure, pas du libre accès où les gens ils viennent, ils s'entraînent. Vraiment avoir du matos de très haute qualité, un peu comme à Clément, et avoir ma salle de sport. Après, je t'avoue qu'en France, si t'es pas dans une grande ville, c'est compliqué. Lui, il s'en sort bien, Clément, parce il a fait du bon taf et il a bien géré ses réseaux. Mais tu vois, on voit en fait, on voit le fait, tu vois, par rapport à Clément, c'est que on voit là sa réussite, mais tout le travail, en fait, ça fait des années qu'il travaille dans l'ombre, etc., Ouais, même bien s'il sûr. était connu. Mais c'est des années de travail dans l'ombre et ça prend du temps, la réussite, tu vois. C'est pas 5 ans, entre guillemets. Après, je cherche pas forcément la réussite, etc. Mais je sais que ça prend du temps d'y arriver. Je sais que c'est pas en 2, 3 ans que je vais avoir ma structure, ce que je veux, la structure de mes rêves, quoi. Je sais que ça va prendre peut-être 10 ans, hein, peut-être même 15 ans, je sais pas, mais c'est un objectif, ça, c'est sûr, et j'y arriverai. Et pour toi, qu'est-ce qu'est la définition de la préparation physique? Alors, la définition de la préparation physique, c'est être au service, en fait, du combattant et de la discipline. Il faut faire attention, il ne faut pas faire le distinguo. Enfin, il ne faut pas faire l'erreur de se dire on fait de la prépa pour faire de la prépa. Non, la préparation, elle doit être au service de ta discipline. Il ne faut pas qu'elle aille à l'encontre, il ne faut pas qu'elle dépasse souvent. Des fois, j'en parle à des gens, ils disent ouais, j'aimerais faire 4, 5 séances de prépa dans la semaine. Et je lui dis, mais tu t'entraînes combien de fois en combat? Ils me disent 3 fois. Et je lui dis, tu vois pas le problème? Je lui dis, parce que le mec, il va s'entraîner 5 à 6 fois par semaine en combat, il va peut-être faire 1 ou 2 séances de prépa. Si vous avez un niveau équivalent, il va progresser beaucoup plus vite que toi, en fait. Que l'aspect physique, certes, c'est important, mais c'est quoi, 10-20% de l'athlète. C'est pas ça qui va. Tu as des mecs qui font pas de préparation physique de toute leur carrière, et c'est des champions. Après, la préparation physique, ça te fait durer, ça te fait. Il y a plein de paramètres à prendre en compte qui font que ça va te faire durer, ça va éviter les blessures, et tu vas avoir une longue carrière. Par exemple, je donne un exemple dans le foot, un mec comme Ronaldinho, s'il avait été carré au niveau de sa préparation physique, au niveau de son hygiène de vie, mais il aurait pu durer dans le temps et peut-être avoir 3-4 ballons d'or, par exemple. Il faut vraiment que ce soit au service de la discipline. C'est quelque chose qui doit nourrir la discipline et c'est pour ça que des fois j'ai des débats avec des athlètes à ce niveau-là qui en font trop. Et justement, au niveau de la préparation physique, moi, j'ai écouté deux avis, en fait, deux écoles que je respecte beaucoup. Il y a l'école de l'entraîneur de Khamzat Chimaev, Andreas Mitchell, je crois, c'est Ouais, son nom. ouais, Ouais, je crois que c'est ça. ouais, je- Et il y a de l'autre côté l'entraîneur de Georges Saint-Pierre, Tristar Jim ouais. Firazabi. Donc, toi, qu'est-ce que tu en penses de ces deux écoles, en sachant qu'il y en a une de Firazabi, c'est ben, par exemple, s'il faudrait limite à la fin d'un entraînement, d'une préparation physique, de pouvoir continuer à s'entraîner, enfin d'être en forme. Et par contre, de l'autre côté, de l'entraîneur de Khamzat Chimaev, lui, il faut vraiment qu'à la fin de la prépa, vous soyez mais sur les rotules, quoi, que vous soyez mort. Donc toi, qu'est-ce que tu en penses et où tu te places aujourd'hui entre ces deux écoles, tu vois, ces Je deux vais, états d'esprit? je vais te donner la réponse facile, tu vois. Je vais dire entre les deux. Faut trouver. En fait, c'est ça qui est difficile avec la préparation physique. Il faut trouver le bon curseur en fait à trouver pour créer des adaptations. Donc forcément, tu es obligé de créer de la fatigue. Et en créant de la fatigue, tu vas créer des adaptations positives qui vont faire que tu vas progresser. Mais si tu crées trop de fatigue, et tu risques la blessure. Et tu vois, j'en parle souvent. La dernière fois, j'en parlais par rapport à Hamzat. Il dit qu'il s'entraîne 4 fois par jour. Mm. Et son combat contre Burns, après, il n'a pas respecté le game plan. C'est facile à dire hein, en extérieur. Mais je me suis pas dit, putain, Hamzat, il a du gaz. C'est le mec qui arrache tout le monde, que tu fatigues pas. Et c'est ça, en fait, qui me dit,
Je me dis, il s'entraîne 4 fois par jour, il y a sûrement un problème. Surtout qu'en plus, moi, j'ai un collègue qui s'entraîne au All-Star. Et il me dit que les entraînements là-bas, c'est pas. Tu peux t'entraîner 4 fois par jour, mais par exemple, tu fais des entraînements de 30 minutes, tu fais 30 minutes de grappling, 30 minutes de MMA, 30 minutes de prépa. À la limite, ça peut passer. Mais si tu fais 1 heure et demie de cours et que tu envoies la sauce, c'est compliqué sur la durée. Et, je sais plus c'est quel coach de l'AK qui avait dit un truc qu'il avait. Par exemple, il disait qu'ils avaient la culture des sparring durs et qu'ils avaient pété des combattants à cause de ça. Ouais, Et qu'ils regrettaient. Velasquez, tout ça, ouais. Ouais, et qu'il regrettait avec le recul. Donc. Et en plus, surtout en MMA, c'est qu'on se rend pas compte, mais tu vois, par exemple, c'est pas comme la boxe anglaise ou le grappling. Certes, ils s'entraînent beaucoup, c'est très dur, mais en MMA, tu dois bosser. Mais le pied-point, le sol, la lutte, cage control, la préparation physique et mixer tout ça. Donc, tu vas t'entraîner 2 fois par jour. En général, les pros, ils s'entraînent 2 fois par jour et peut-être 5 à 6 fois dans la semaine. Donc, ça te fait beaucoup d'entraînement. Si tu rajoutes la préparation physique, tu vois, il faut caler la préparation physique là-dedans. Donc, en général, les combattants à très haut niveau, ils font 2 préparations physiques dans la semaine, pas plus. Il faut faire attention de ne pas en faire trop. Moi, je ne suis pas fan en faire beaucoup et tu vas avoir des résultats. En général, déjà, en plus, j'en parlais dans une de mes vidéos, le fait de toujours s'entraîner dur, mais ça veut dire que tu t'entraînes jamais vraiment très dur parce que ton corps, il n'a pas le temps de récupérer et d'aller dans ces hautes intensités. C'est ça que je trouve ça dommage. Je trouve qu'il faut trouver un juste milieu. De temps en temps, faire de la basse intensité, de temps en temps de la haute intensité, de temps en temps mixer deux. Ouais, donc toi, tu privilégies la récupération pour pouvoir performer, quoi. Et c'est surtout, en fait, en soi, la carrière d'un combattant de MMA, elle est courte et longue à la fois. Courte parce qu'ils s'arrêtent tôt, mais elle est longue parce qu'en fait, ils ont énormément d'entraînement, ils s'arrêtent très peu dans l'année. Ils ont très peu de pauses. Souvent, il y a le training camp qui est dur. En général, après le combat, ils récupèrent peut-être une semaine et ils repartent s'entraîner. Les bons combattants, après, il y en a qui s'arrêtent pendant 2 mois. Et c'est compliqué, je trouve, de faire des gros arrêts, surtout à haut niveau. Et en plus, la problématique du MMA, c'est que maintenant, tu as beaucoup de combats en short notice. Et si tu n'es pas prêt, quand tu as un short notice dans 3 semaines et que tu t'entraînes pas correctement, ben, tu ne pourras pas le prendre, ce short notice. D'accord. Et toi, quand tu fais la prépa physique, tu t'occupes aussi de la nutrition du combattant. Ça passe aussi, je suppose, par le cutting. Ouais, je m'occupe de la nutrition. Je trouve que ça, c'est un peu obligatoire maintenant. Après, il y a des gens qui sont très autonomes au niveau de la nutrition, des combattants, parce qu'ils sont renseignés, etc. Donc, vraiment, je les conseille, je les aiguille. Par exemple, je ne m'occupe pas du grammage, du calorie près, en fait, au niveau des repas. Mais je les oriente, je dis, ouais, tu devrais plutôt privilégier ça, fais attention à ça. OK, là, on est à ce poids-là, on va essayer de faire attention à ça, réduire un peu ça. Mais j'essaie quand même de laisser un peu de liberté et surtout de les rendre de plus en plus autonomes. Parce qu'en fait, plus ils seront autonomes, plus ils seront efficaces en fait. Et ils verront pas ça comme une corvée, surtout s'ils comprennent le pourquoi du comment, pourquoi ils font ça, comment il faut le faire, et ils vont progresser de même, et même pour leur futur, leur après carrière, il faut leur expliquer en fait pourquoi ils font ça, etc. Et le cutting, bien évidemment, ça je le fais. Maintenant c'est un peu c'est un peu obligatoire. Même en amateur, j'en vois énormément qui cut. Je trouve ça dommage, mais justement, qu'est-ce que tu en penses, toi, du cutting? Est-ce que pour toi, c'est réservé uniquement quand on est en haut du panier, qu'on est dans des grosses organisations, ou en amateur, on peut en le faire? Le problème, c'est que en fait, le cutting, c'est pas si tu as envie ou si tu n'as pas envie. En fait. Le problème, c'est que si ton adversaire le fait, par exemple, je donne souvent en fait, l'exemple, si ton adversaire, tu sais qu'il a une bonne base de lutte et qu'il va te lutter, et que toi, tu ne cut pas et que lui cut, alors le mec, il va arriver avec, par exemple, je te parle d'un amateur peut-être, c'est pas des énormes cuts qu'il faut un amateur en général, mais il va arriver avec 4-5 kilos de plus que toi, et bien, s'il te lutte, je te jure que les 4-5 kilos, ça peut faire la différence. Moi, je suis pas fan du cutting en amateur, mais le problème, c'est que si ton adversaire le fait, eh ben, tu es censé le faire aussi, quoi. Après, moi, je préfère un athlète qui me dit je suis un amateur, j'ai pas envie de cut, j'ai envie de me sentir bien, de juste perdre mon poids, d'arriver à la peser. En plus, le problème, c'est que ça dépend. En amateur, tu as des compétitions, ils font la pesée le jour même, le matin, ou la pesée la veille. Ça va dépendre de ça. Aussi, si c'est le jour même, franchement, pour moi, il ne faut pas cutter. Si c'est la veille, ça dépend, si c'est le matin,
tu peux essayer de cutter, mais fais des petits cuts à la limite. Fais pas des gros cuts qui sont, entre guillemets, il y a toujours du risque, mais qui peuvent t'amener comme une petite fatigue, surtout au début. C'est pas le but. Le but, c'est quand tu es un amateur, c'est plutôt d'avoir de bonnes sensations, de rentrer dans la cage, de prendre de l'expérience. Et après, quand tu es un pro, si tu veux cutter, d'ailleurs, il va falloir que tu cut. Là, tu vas pouvoir le faire. Ou peut-être en fin de. Tu as fait 2-3 combats amateurs, tu sais que tu as envie d'en faire encore 2 ou 3, mais vas-y, mais cut sur les derniers. Au moins, quand tu arrives en pro, tu auras déjà fait ce processus, tu auras l'habitude. Tu vas arriver, tu vas pas trop stresser par rapport à ça, quoi. Même si tu stresses en général, le cut, c'est un peu la partie difficile du combat. Ok, super. Nabil, moi je t'ai connu à travers un reportage sur l'avant-combat de Baïsangour. Ouais. Justement, tu parlais de lui, aujourd'hui c'est un athlète dont tu t'occupes de faire sa prépa. Et j'aimerais que tu nous parles de cet athlète et avant, nous parler comment s'est fait la connexion entre vous. Ok. Alors, c'est rigolo parce que c'est lui qui m'a contacté sur les réseaux. Je pense que c'était sur Twitter, parce que je parle beaucoup de préparation physique là-dessus. Et il m'a contacté, on a discuté. Et en plus, pour son âge, en fait, on ne se rend pas compte. Mais c'est quelqu'un de très, 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 très mature. Il a 21 ans. Moi, quand je le côtoie régulièrement, etc., j'ai l'impression, tu parles à quelqu'un qui a 35 ans, 40 ans. Et c'est ça, je pense, qui fait sa force aussi. Donc, quand il m'a contacté, on a discuté, on a dit, OK, on va mettre quelque chose en place et tout. Parce qu'il il faisait des prépas, mais c'était pas carré, etc. Et je pense qu'il s'est rendu compte qu'en fait, pour performer au niveau, il faut mettre toutes les chances de son côté. Et il fait en sorte de mettre toutes les chances de son côté. On a mis la prépa en place. Ça fait plus de 3 ans, je crois qu'on bosse ensemble. Je crois un peu plus de 3 ans. On bosse ensemble et on a vu les résultats physiquement. Il s'est bien transformé. Au niveau des performances aussi, il a toujours été très fort de base, mais on continue à travailler en fait sur ses points forts, à ses points faibles, pareil, à essayer de les remonter. Même si en soi il a très peu de points faibles, physiquement je parle, mais on continue de bosser. Ce qui est bien avec Baki, c'est ça qu'on oublie souvent en fait dans le sport de haut niveau, c'est qu'il est facilement coachable en fait. Tu lui dis de faire un truc, il va le faire, il va même pas dire ouais pourquoi on fait ça, etc. Des fois il va me poser des questions, pourquoi on fait ça, entre guillemets, pour comprendre. Et c'est super important aussi ça de comprendre en fait pourquoi l'athlète fait. Il va adhérer au truc. Et c'est comme si moi je te dis par exemple on fait un programme, mais je t'envoie le programme, je te dis je t'envoie et tu te débrouilles. Et des fois tu vas faire un truc, tu vas te dire mais pourquoi je fais ça, et tu vas douter. Naturellement, tu vas douter et tu vas pas t'impliquer à 100% en fait dans le processus de ton entraînement. Et ça, c'est une des bases qu'on apprend dans nos études, c'est l'adhésion en fait, l'adhésion au programme, l'adhésion au coaching. Si le mec il adhère à ce que tu lui proposes, tu vas exploser en fait. Et voilà. Et franchement, Baki, c'est un mec qui est en or, très gentil, très humble. Il sait ce qu'il veut et il a une énorme réflexion dans sa façon de s'entraîner, de sa façon de voir le sport de combat. Et ça, je pense que c'est un truc que peu de gens font, c'est d'avoir une réflexion. En fait, c'est vraiment plus profond que juste combattre, apprendre à lutter, etc. Il y a aussi là une science un peu du combat, une science psychologique, et il a un très bon entourage. En fait, il est très bien entouré par son père, sa famille. D'ailleurs, il le dira mieux que moi, mais je pense que sans son père, il n'en serait pas là ici. Et moi, je l'ai côtoyé et c'est quelqu'un vraiment d'exceptionnel aussi, ton père. Qui lui donne des conseils, en fait. Des fois, il y a des coachs qui ne donnent pas ses conseils, en fait. Parce qu'il a une autre vision, en fait, et je trouve ça super intéressant. Et c'est ce qui fait la diff, je pense. Et aussi, il a un physique exceptionnel. Ouais. D'ailleurs, si les gens ne connaissent pas Baïsangour Shamsudinov et qui est Baki, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite avec lui. Je l'ai interviewé. C'est vrai que moi, c'est ce qui m'avait surpris lors de nos échanges, c'est sa maturité et son physique. Enfin, ça que j'ai vu son combat qu'il a fait, je me rappelle plus du nom de son adversaire à Arès. Il avait un jab. Le premier ou le second? Non, ouais, c'était. C'est Michael Marisardi. Ouais, Marie, voilà, c'est ça le nom là. Ouais, franchement, mais quel combat, quel combat. Un jab, enfin même une condition physique, c'est impressionnant.
Donc, tu le vois aller où, jusqu'à où, Baki? Franchement, Franchement, il va aller à l'UFC. En plus, il est invaincu là. après, tu vois, on en parle souvent, on se dit jamais, faut jamais brûler les étapes. Mais il a clairement le potentiel pour y aller. Après, il faut valider les étapes. Et c'est ça le plus difficile maintenant, c'est de faire les combats, gagner les combats. Et le seul problème, c'est que tu peux être le meilleur du monde, mais après, l'UFC, faut qu'ils te veulent. La problématique, on l'a avec Abdul. Abdul, il a largement le niveau pour aller à l'UFC. Mais des fois, on ne sait pas ce qui se passe, ça bloque. On verra comment ça se passe. Moi, je lui souhaite, il a clairement le potentiel. Et en plus, franchement, de ce qu'il a montré en combat, il a rien montré encore. C'est ça qui est cool. C'est Ah, c'est ce qu'il disait. Ouais. il a plein de trucs qui bossent. Enfin, on en parle régulièrement, quasiment tous les jours. Et il progresse constamment. Et il a une facilité d'apprentissage qui est assez impressionnante. En plus de son physique, je pense c'est génétique et aussi son passé sportif de judoka qui fait qu'il a un dos énorme, une épaisseur musculaire énorme. Et en fait, c'est. Les quadris aussi. Hein. Il a des. Ouais, mais tout, tu sens que c'est une force de la nature. Mais en plus, ce qui est bien, c'est que dans son style, il se fatigue peu, entre guillemets, dans sa lutte. Lui, il a une lutte judoka. Moi, j'ai tourné avec lui. Bon, c'était des sparring légers, hein, sinon, il m'aurait allumé. Mais en fait, ces petits balayages qu'il met, quand tu t'arrives au sol, c'est assez impressionnant. Tu te sens un peu désarmé. En fait. Tu arrives sur le dos, tu te dis comment je suis arrivé là. Tu vois, un mec qui te voit un double leg ou un single leg, tu le vois arriver, tu sais qu'il est obligé de mettre du physique, donc tu le sens. Lui, il te prend, il se retourne, il te met juste un balayage, il tombe par terre. Et c'est ça qui est bien, c'est que physiquement, en fait, ça t'épuise pas. Et toi, tu te retrouves dos au sol, et même psychologiquement, tu as cette demi-seconde de doute qui te dit attends, comment il a fait quoi. Et ça, c'est des différences énormes. Et j'avais une vidéo, je crois, que j'avais écoutée. C'est qu'il y a peu de judokas en fait dans le MMA. Il y a peu de mecs qui ont un style judoka. Donc, pour t'entraîner face à un combat face à un mec comme Baki, c'est difficile de trouver un sparring partner qui a ce style-là. C'est comme on a l'exemple de Islam Makhachev. Ouais, C'est qui a des compliqué de trouver un balayages. mec qui a. Ouais. Après, attention, hein, c'est pas, je ne dis pas qu'il a actuellement le niveau d'Islam, mais il a un style atypique en fait. Même s'il est très complet, il a des. Islam a fait du judo. Ouais. Exactement, ouais. Il a une culture du judo, sambo, etc. Mais c'est un style atypique. Et si tu allies son physique, sa technique, sa capacité d'apprentissage, son entourage, etc., c'est. Moi, en fait, beaucoup de gens le sous-estiment beaucoup. Ils disent, ouais, il a encore rien fait, etc. Mais moi, d'ailleurs, je l'ai vu tourner avec des monstres. Et je dirais pas, voilà, mais j'ai vu sa façon de s'entraîner, sa façon de progresser. Il a rien montré encore. Quoi. Donc, on verra au prochain combat. On laisse la surprise d'ailleurs. Ouais, le combat est annoncé, non? C'est bientôt ou pas? Ouais, c'est en janvier. Combat le 20 ou 21, je crois que c'est le 20 janvier à Juarez. D'accord, donc t'es en plein dans la prépa, quoi. Ouais, après la prépa, on l'a fait toute l'année, mais là, on est en pleine préparation pour le combat et tout, perte de poids, etc. On a commencé là. Et normalement, comme d'hab, je vais monter sur Paris dans le combat. En général, pour faire les derniers préparatifs pour le cutting, tout ça. Dernière séance de prépa et tout quoi. Et Nabil, est-ce que tu as eu des références un peu dans la préparation physique, des gens qui t'inspirent, qui te motivent, que ce soit des combattants, des préparateurs physiques, français ou dans le monde entier? Français, Clément Marcoux, sa vision, etc. Enfin, il a l'expérience. Enfin, j'aime bien, je vais pas dire c'est un vieux briscard, mais c'est un ancien qui a su se renouveler et toujours en fait évoluer. Et ça, moi, je le respecte. On discute régulièrement. C'est quelqu'un de très gentil en plus, qui a continué. Et c'est une référence. En France, c'est clairement une référence dans la préparation physique des sports de combat. Il y a Rémi Lancou, donc Rémi Physiosport, ça tout le monde le connaît en général. C'est préparateur physique de Morgane Charrière. Et d'autres, il a plein de combattants, il fait des formations, j'ai fait des formations chez lui, très gentil aussi, très abordable, c'est quelqu'un en or, très compétent. Nicolas Haute de Smart Fight, pareil, très compétent. Franchement, en France, on n'a pas à rougir en fait des Américains ou des autres pays. Souvent, on se dit ouais, on est nul en préparation physique, etc. Mais en fait,
on n'est pas nul, c'est juste qu'en fait, il faut faire appel à des gens qui vraiment connaissent le métier et qui sont compétents. Et je peux vous dire que ces mecs, c'est des pointures. Après, dans le monde, je suis un peu. Enfin, il y a plein de gens que je suis, pardon, mais je n'ai pas grand monde qui m'inspire à l'étranger, par exemple. C'est plus des inspirations ailleurs, des athlètes, des entrepreneurs, mais des préparateurs physiques. Par exemple, j'aime bien Darius Strong parce qu'il est très simple dans ce qu'il fait. C'est le préparateur physique de Dustin Poirier. Et, ouais, d'accord. Joanna, la polonaise qui arrive. Ouais, Jedrzejczyk, voilà. En fait, j'aime bien parce qu'il fait très simple et il sait de quoi il parle. Par exemple, des fois, je regarde ses vidéos, il note tout sur son tableau et il enchaîne, en fait. Tu sais que c'est pas il cut, je sais pas quoi, il regarde ses notes, non, il sait de quoi il parle et ça, je respecte parce que c'est pas évident. C'est-à-dire que le mec, s'il a pas besoin de prendre de notes, c'est qu'il maîtrise son sujet de A à Z, quoi. Il y a aussi un préparateur physique, je sais pas si tu le connais, c'est justement, il fait pas beaucoup parler de lui sur les réseaux, mais en tout cas, il a fait des performances, c'est Ryan Gillette aussi. Ah oui, oui. Ouais, ouais. J'aime tu vois, beaucoup ce préparateur. C'est un mec de l'ombre, en fait. C'est parce qu'il ne fait pas parler de lui, mais très compétent. Et moi, de ce que je vois, de ce qu'il fait, des résultats qu'il a et des retours que j'ai, parce que ça, c'est le plus important, c'est des retours des athlètes et des autres prépas. C'est quelqu'un de très compétent. J'adore, en fait, ses méthodes. Et il reste dans l'ombre, en fait. Et ça, c'est très respectable parce qu'il pourrait vouloir, on va dire, de la lumière et tout. Il travaille dans l'ombre et ça marche. Et c'est aussi une inspiration en soi. Et vu que, entre guillemets, on le voit pas tant que ça, c'est vrai qu'on oublie alors bien que sûr. il mérite totalement sa place, quoi. Ouais, c'est clair avec toi. Moi, là, les noms que tu as cités, et j'inclus toi, pour moi, c'est le top 5 des préparateurs physiques qu'il y a sur la sphère MMA, enfin, du moins que j'entends le plus parler, tu vois. Après, moi, je reste à mon niveau. Bien sûr. Je ne suis pas encore à leur niveau. J'aimerais un jour l'être. Ce serait une grande fierté. Je te le souhaite, en tout cas. Et on essaie de travailler. Après, moi, je travaille tous les jours pour progresser, faire formation, bouquins et tout. Et eux aussi. Donc, c'est difficile, en fait, de les rattraper. C'est ça la difficulté. Mais c'est toujours bien, en fait, parce que c'est toujours pareil. C'est une compétition saine, entre guillemets. Souvent, on dit, ouais, il faut se comparer à un tel. Mais non, en fait, les mecs, ils sont soit au-dessus, soit en dessous. Mais les mecs qui sont, entre guillemets, qui sortent de diplôme, certains sont déjà très compétents. J'apprends d'eux, en fait. Eux, ils apprennent de moi. Moi, j'apprends d'eux. Et pareil au-dessus. En fait, des fois, je vais apprendre d'eux. Des fois, ceux qui vont apprendre de moi. Parce que moi, des fois, je te donne un exemple. J'ai une discussion avec d'autres préparateurs physiques qui viennent de sortir. On discute d'un truc. Je dis, tiens, putain, mais ce qu'il dit, c'est pas faux. En vrai, c'est top. Ou des fois, c'est des petites techniques, des petits trucs de terrain. Ah, putain, comment il fait ça? C'est bien. Comment sa façon de prendre les notes, comment il gère ses datas, etc. Et ça, c'est un truc qui est important en tant que préparateur physique. S'il y a des futurs prépas ou des jeunes prépas qui commencent, c'est de ne pas se dire, ouais, c'est bon, on est au top, entre guillemets. Non, il faut toujours continuer à travailler et se dire qu'on est un éternel apprenti, en fait. On est le petit apprenti qui veut progresser petit à petit, gravir les échelons. Et il y en aura toujours, en fait. Il faut toujours se dire, il y en aura encore d'autres à monter, et surtout qu'en fait on travaille avec l'être humain et l'être humain il évolue, la connaissance de la physio, etc., ça évolue, et dans 40 ans ce qu'on fait maintenant, ça sera tellement on se dira putain, mais ce qu'on faisait il y a 40 ans c'était pas n'importe quoi, mais ouais, mais ça évolue, ouais. C'est ce qu'on fait avec les moyens qu'on a actuellement et les connaissances qu'on a, donc c'est facile de critiquer les gens qui faisaient de la prépa il y a 30 ans, mais ils y faisaient avec ce qu'ils avaient, en fait. Donc, ouais. voilà. C'est bien que tu soulignes ce point-là parce que justement, je me rappelle plus du nom du préparateur qui avait dit ça, mais ça m'avait marqué, qui disait que la connaissance, enfin, faut jamais s'arrêter parce que on régresse le jour où on s'arrête en fait de se former, c'est parce que ça évolue tout le temps, et surtout qu'il faut se dire que les mecs à côté, même si ça reste un boulot, et le combattant, en fait, lui, il a envie d'être accompagné par le meilleur, même si l'aspect relationnel joue énormément, l'aspect confiance. Mais si tu veux être, on va dire, dans les meilleurs et être légitime aussi, parce que si tu proposes tes services à quelqu'un et que toi, de ton côté, tu ne travailles pas, tu n'essaies pas de progresser, tu ne peux pas te dire, OK, moi, je veux bien bosser avec toi, c'est par exemple tel tarif, tel pourcentage, etc. Mais si toi, derrière, tu ne fais pas tout ce qui est en œuvre pour proposer le maximum à ton athlète, je trouve ça dommage, en fait. Surtout qu'en plus, par exemple,
on a la carrière de jeunes combattants en jeu. Ils comptent sur nous, ils nous font confiance. Il faut pas les décevoir, quoi. Ça, c'est super important. Moi, je sais que quand je travaille avec des combattants, j'ai pas envie d'être déçu, j'ai pas envie de les décevoir, j'ai pas envie qu'ils se disent putain, il manquait ça, etc. Et ça va être, si c'est ma responsabilité, je l'accepte, ma responsabilité. Mais je veux pas avoir de regrets, en fait. Je veux mettre tout en œuvre pour réussir et faire réussir mes athlètes. Et en termes de préparation physique, est-ce qu'il y a des combattants qui t'ont impressionné, pas forcément que tu aies vu? Je pense à des Michael Chandler. Est-ce que ça Je veux dire sur t'impressionne l'aspect physique pur sur l'aspect physique, ouais. Kamaru Usman, c'est un mec tu vois, physiquement, en fait, je pense qu'on ne se rend pas compte et on a vite oublié parce qu'il a perdu contre Leon Edwards. Ouais. Mais en fait, physiquement, il a fait des 5x5, mais face à Covington aussi, c'est un peu le même principe. Mais ça se voit moins parce qu'il a moins cette musculature imposante Covington. Mais ils ont fait des guerres, en fait, on ne se rend pas compte. Et à 77 kilos, c'est des guerres, en fait, c'est des mecs, c'est des forces de la nature. Georges Saint-Pierre aussi, on ne se rend pas compte, mais physiquement, c'était un monstre. Il a toujours eu aussi cet aspect martial, en fait, du MMA, où il s'entraînait dur, et on le voit encore. Le mec, il a fini sa carrière. Moi, je le suis sur Insta, le mec, il a un physique impressionnant. Ouais, c'est clair. Et c'est inspirant, en fait. Et tu vois, il a gardé ce truc de sportif. Il y en a souvent, après, dès qu'ils arrêtent leur carrière sportive, ils prennent beaucoup de poids. Je comprends, hein, parce que c'est dur une carrière sportive. Mais lui, il a gardé cet aspect martial du sport, d'avoir une belle esthétique, d'être en forme, etc., d'être en bonne santé. Et après, je rebondis juste sur, tu vois, tu parlais de Kamaru Usman. Tu vois, il y a aussi Conor McGregor là en ce moment qui affiche un physique de malade. Moi, il faut que je te pose cette question de tes préparateurs physiques. Est-ce qu'il est dopé? On va parler rapidement du dopage. Tu vois, quand on voit des Kamaru Usman, est-ce que tu penses vraiment, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'ils sont dopés ces gars-là ou ils ont des génétiques de fou en fait, tout simplement, et qui s'entraînent intelligemment? Et que aussi c'est leur métier de s'entraîner. Nous, on les voit comme ça sur Insta, on se dit, oh, les gars, ils sont chargés. Mais tu vois, Paulo Costa aussi. Tu vois, Paulo Costa, Kamaru Usman, Conor McGregor. En fait, tu vois, des mecs comme Paulo Costa, franchement, tu vois, je parie pas. Mais si j'étais obligé, je mettrais un billet comme quoi il est chargé, Paulo Costa. C'est chaud parce qu'il est toujours dans l'USADA quand même. Tu vois, il est testé et tout, contrairement à Conor qui, lui, affiche un physique de fou qu'il est plus. J'en ai parlé, c'était un space qu'on avait fait sur Twitter avec des gens qui parlaient de MMA. En fait, les techniques En fait, le problème du dopage, c'est que en fait, la plupart, les gens qui connaissent vraiment, en fait, qui connaissent vraiment, ils sont en avance, en fait, par rapport au contrôle. En fait, surtout. Et même, souvent, c'est que des fois, on se rend compte que on a des contrôles positifs un an après les contrôles. Parce qu'en fait, des fois, ils testent les produits, ils ne testent pas tout en même temps, en fait. Des fois, ils testent certaines molécules, etc. Et petit à petit, en fait, avec les flacons, les échantillons qu'ils ont, ils testent d'autres trucs, d'autres molécules, et petit à petit, ils éliminent, en fait, et ils trouvent des molécules. Sauf que maintenant, il y a des produits, en fait, qui ne sont pas, en fait, dans la liste du SADA, donc ils ne peuvent pas les trouver, en fait. Si tu connais les bonnes personnes et que tu as les moyens d'investir, par exemple Conor McGregor, s'il veut, il prend des produits indétectables par l'USADA. En fait, c'est comme le système du hacking. En fait, tu as les contrôles, mais les hackers, ils ont toujours ce petit temps d'avance, en fait, et à chaque fois. Donc, après, pour Conor, j'ai des gros doutes. Je parle actuellement. Hein. Les photos, il faut faire attention. Justement, j'entends beaucoup que les photos, et justement, tout à l'heure, on parlait de Clément Marcoux qui, je trouvais, avait une réflexion intelligente sur le sujet, qui disait que, tu vois, dans le parcours de chercher des produits dopants, en final, même si on a beaucoup d'argent, que quand même, on est dans le même marché que les gens qui n'en ont pas beaucoup. Et au final, est-ce qu'ils sont vraiment si en avance que ça, tu vois? Parce que justement, je pense que la plupart, non. La plupart à l'UFC, ils prennent des produits entre guillemets basiques. Des fois, certains ne le savent pas. Des fois, certains l'ont pris à un moment, sauf que ça reste, tu vois, ils ont les échantillons, etc. C'est vrai que les photos, faut faire attention. Hein. Je te mets un mec, tu sors de la salle, il fait un pump de fou, il veineux de malade. Tu te dis, putain, c'est un monstre. Tu le mets à côté de quelqu'un,
qui a un très bon physique. Enfin, c'est comme Pereira. Pereira, en fait, moi, ce qui m'a impressionné, c'est sa photo avec Dominique Reyes. Ouais, Dominique voilà. Reyes, ouais. En fait, c'est ça qui m'a choqué. Tu vois, on savait que c'était un titan, le mec. Ouais, Enfin, c'est clair. Ouais. Voilà. Et je me souviens, le combat contre Adesanya, en fait, ça m'a fait. Je sais pas si tu regardes l'animé L'Attaque des Titans. Ça m'a fait penser à un titan, ce mec. C'est pareil, il est rentré, il faisait une tête de plus. Et tu te dis, Ouais, mais c'est vrai que il y a c'est un une monstre. catégorie différente. Et tu vois, et c'est pour ça, en fait, là, je suis sorti complètement du contexte. Mais, tu vois, je respecte les combattants parce qu'Adesanya, il est rentré dans la cage, il a fait une guerre face à un mec qui faisait une tête de plus que lui, qui devait faire peut-être 10 kilos de plus que lui. Et il a proposé une guerre. On l'a vite oublié, en fait, ça. Que Adesanya, derrière, il a des défenses de titre. Il a combattu un mec qui fait 10 kilos de plus que lui. Et toute cette pression, etc. Quoi. Et par rapport au dopage, il y en a du dopage à l'UFC, ça, faut pas le nier. Il y en a beaucoup. Tu parles avec des combattants, ils te le disent. Mais il faut faire attention. Le problème, c'est que tant qu'on n'est pas sûr à 100%, tant qu'on n'a pas de preuves, tu ne peux pas accuser quelqu'un de dopage. C'est trop facile. Sinon, en fait, le mec, tu vois, il y a des mecs, tu vois, Kamar Ousmane, génétiquement, déjà, en plus, il a un passé, il vient de la lutte. Il y a aussi l'aspect génétique que c'est un Nigérien. Les mecs de l'Afrique de l'Ouest, physiquement, que ce soit la nutrition, génétiquement, musculairement, c'est pas pour rien que c'est les meilleurs en sprint, etc. Les Jamaïcains, mais ils viennent d'Afrique de l'Ouest à l'origine. Tu vois, génétiquement, ils ont des avantages. Ouais. Exactement. Quand on voit Francis Ngannou, c'est une force de la nature, c'est une brute. C'est un mec, il vient du Cameroun. Ça rejoint un peu, tu vois, aussi les combattants de l'Est, en fait, qui aujourd'hui ont des physiques ils sont en avance dans la lutte comparé à certains. Exactement. Mais il y a tout. En fait, c'est souvent. Par exemple, là, on parlait de la génétique, etc., de la nutrition aussi, c'est la façon de comment tu manges, etc. Pendant des années, parce que ils commencent, c'est à 2-3 ans, ils commencent et ils grandissent. C'est pas, ils ont 18 ans, ils ont créé ce physique d'un coup. Non, ça prend des années. Mais par exemple, les pays de l'Est, il y a la culture aussi. Ils ont une culture de lutteur. Là-bas, la lutte, c'est super important. Ils ont un peu aussi cet aspect le combat, c'est très important. Tu parles avec tous. Pour eux, le combat, en fait, ça fait partie de la vie. Quand ils rentrent au village, la vidéo où on voit des petits se battre sur le trottoir, là, à faire de la lutte, c'est ça, en fait. Ils te disent, c'est la réalité. C'est pas juste pour les vidéos qu'ils font ça, en fait. Si tu sais pas te battre, là-bas, tu es faible. En France, c'est différent. Nous, c'est le foot, par exemple. En plus, c'est l'actualité. On est bon au foot. C'est pour ça que, par exemple, on n'a pas la Russie à la Coupe du Monde, quoi. Exactement. Par contre, on a la Russie, on a des combattants russes qui sont en finale de beaucoup de combats de MMA ou de lutte ou de compétition, de sambo, tout ça. Tu vois, je donne l'exemple, ça c'est une bonne comparaison que j'ai trouvée. C'est l'Île-de-France, c'est un peu le Caucase du football, tu vois. Genre en l'Île-de-France, c'est un vivier de footballeurs. Je pense que c'est un des meilleurs viviers au monde de footballeurs, voire le meilleur, parce que, bon, après, je touche du bois, mais si on gagne la Coupe du Monde 2 fois d'affilée, ça montrera quand même. Après, il y a tout ce qui est Deschamps, etc. Et, tu vois, c'est un sélectionneur. Pour moi, s'il gagne 2 fois la Coupe du Monde, ce sera le meilleur sélectionneur de l'histoire. Mais c'est pour montrer que il y a des explications, en fait. Si on cherche bien, c'est pas pour rien que ces gens sont bons, etc. Mais la génétique joue beaucoup. Faut pas l'oublier. Si tu veux performer à très haut niveau, il y a des gens qui se blessent régulièrement, par exemple. Mais c'est des gens qui vont pas performer à très haut niveau. Il y a des gens, ils ont la génétique, ils se blessent rarement. Ils pourront s'entraîner beaucoup plus que les autres. Ils sont forts naturellement. Ils t'attrapent le bras. Tu es en train de tourner avec eux, ils t'attrapent le bras. Tu as l'impression, c'est toi quand tu étais petit et que ton père t'attrapait le bras pour aller. Parce que tu avais fait une bêtise. Mais c'est le même principe, en fait. Tu vois. Et Nabil, pour revenir à toi, aujourd'hui, quelle est ton actualité et quels sont tes projets à long terme? Actualité, là, j'ai des combattants qui, janvier, vont combattre. J'ai Baki, j'ai Maher, normalement, qui devrait combattre. J'ai d'autres combattants aussi en Muay Thai qui vont combattre. Là, je vais développer, ça arrive en janvier, j'en parle pas trop encore. Il y a une petite surprise qui va arriver pour la nouvelle année. Et après, les projets à moyen et long terme, c'est franchement s'ouvrir ma salle. Alors après, je ne sais pas si ce sera en France, peut-être à l'étranger, je ne sais pas.
À voir. J'y réfléchis encore. Je me laisse du temps. Avant, j'étais un peu plus pressé que ça. Maintenant, je prends le temps de faire les choses. J'y vais petit à petit. J'aimerais bien peut-être, pourquoi pas, faire un combat de MMA en 2023. À voir. En amateur. Ça. Parce que dans la salle où je m'entraîne, ils ont quand même pas mal de gens qui font des combats amateurs et pro. Et j'ai envie de tester en fait l'expérience du MMA en combat. Parce que les sparring, c'est bien, mais le combat, c'est un autre level. Après, à voir si c'est possible. Ça serait vraiment pas pour en faire une carrière, bien sûr, c'est vraiment pour avoir l'expérience et aussi le kiff, parce que j'aime bien le sport en lui-même. Et j'ai envie de tester, franchement. J'ai envie de me tester dans une cage avec un mec en face de moi pour voir, pour me tester, ouais. J'ai envie de me tester, voir si vraiment je suis. Je rebondis sur ce que tu dis. Est-ce que tu penses que pour être un bon préparateur physique, il faut avoir combattu en MMA? Je parle pas forcément d'un gros niveau, tu vois, mais justement, aller en amateur, encore mieux, aller en Je pro. pense que c'est un plus. C'est pas obligatoire, mais c'est un plus. Ce qui fait que ce sera un plus, c'est qu'au niveau de la légitimité, les combattants, ils vont te respecter. En fait, rien que le fait de t'entraîner avec eux, de tourner avec eux, ils vont te respecter. Tu parles à quasiment tous les combattants, ils vont te dire, moi, je veux pas d'un préparateur physique qui ne fait pas de sport de combat, en fait. Parce que, en soi, c'est logique, parce que je dis pas que c'est pas impossible, que tu peux pas trouver de très bons préparateurs physiques, mais il y a des phases, en fait, dans le combat, quand tu es en train de tourner avec quelqu'un, tu peux pas, en fait, si tu l'as pas expérimenté, tu vois, des fois, j'entends des commentaires, ouais, mais il pourrait faire ça. Ouais, mais tu sais pas ce que c'est, en fait. Tu vois, rien que la fatigue, des fois, d'être épuisé, t'as pas le jus, tu as envie de le faire, cette action. Mais tu sais qu'en fait, physiquement, tu es diminué, que si tu vas y laisser des plumes si tu n'y arrives pas. Et ce genre de petits trucs, ça donne énormément, en fait, ça me donne énormément de réflexion, en fait, dans ma façon de voir les prépas. Tu vois, par exemple, des fois, je discute avec des préparateurs physiques, ils me disent, ouais, c'est pas grand chose ce qu'il fait là en préparation physique. Ouais, mais tu sais pas tu sais pas ce que c'est de s'entraîner en MMA, et tu sais pas la fatigue que ça génère, etc. C'est un plus, franchement, c'est un gros plus. Et pour entraîner des sportifs de très haut niveau, enfin des combattants pros, je pense qu'il doit y en avoir. Hein. Je pense qu'il doit y en avoir qui n'ont pas pratiqué, mais c'est compliqué. Hein. En tout cas, je pense qu'il faut essayer, il faut rentrer dans le bain, rien que par respect en fait pour les combattants, parce que tu peux pas leur dire ok fais ça, alors que tu sais pas ce qu'ils ont enduré en fait. Ok. Je voudrais parler avec toi aussi, enfin, je voudrais parler aux gens de ta chaîne YouTube qui vient d'être créée il n'y a pas très longtemps, il me semble. Ouais. Donc voilà. Donc déjà, si on veut te contacter, c'est sur les réseaux. Instagram, pareil, là, tu balances des tutos. J'ai pu un peu regarder. Vraiment, c'est une niche à plein de bons conseils pour combattants et pour personnes qui aiment la musculation. Et vraiment, j'invite les gens à aller aussi sur ta chaîne YouTube, Nabil Takali. Donc voilà, vraiment, moi, je suis tes vidéos. Vraiment, je te remercie de t'être ajouté dans le paysage du MMA. Ça fait plaisir. Tu vois, parce que une fois que tu as regardé les vidéos de Clément Marcoux, que tu as regardé celle de Nicolas, celle d'un peu La Sueur, de tous les médias du MMA, désolé si j'en oublie, ben, ça fait plaisir d'avoir les tiennes aussi. En plus, tu parles de sujets très intéressants. Tu vois, juste pour rebondir là-dessus, par rapport à toi, ce que tu proposes, etc., c'est bien en fait que tu vois aussi l'aspect préparation physique. Après, par exemple, Clément Marcoux, Nicolas et tout, ils parlent aussi de l'aspect combat, mais je trouve que c'est vraiment important, surtout dans cette discipline-là, de vraiment. Enfin, il faut bouffer en fait du MMA. Il faut vraiment aller chercher un peu partout. Et je trouve qu'on a de plus en plus de bons contenus, tu vois, genre de bonnes chaînes YouTube en France, on a des mecs qui s'y connaissent. Et tu vois, moi, par exemple, tu vois, là, mes vidéos, elles sont simples. Hein. Je parle, je cale des photos et je me rends compte, en fait, du travail que c'est de faire sur YouTube. Et tu vois, je respecte les mecs parce que, tu vois, par exemple, Clément Marcoux, etc., Nicolas, ils ont un travail à côté. Ils sont préparateurs physiques, ils ont leur coaching, ils ont leur truc. Et en plus de ça, après, ils ont sûrement une équipe qui les aide. Mais ils ont commencé par faire leurs petites vidéos, ils font leurs petits lives des fois, ils font leurs petits trucs. Et tu vois, je respecte parce que c'est pas évident, hein. Franchement, des fois je suis là, je me dis ah ouais,
Tu vois, mais ça me motive parce que tu me dis ce qu'ils font, tu te dis putain, j'ai envie de faire pareil, moi aussi, de faire de la qualité, etc. Donc, ça fait plaisir, quoi. Super, Nabil. Ben écoute, on a échangé, on a parlé de tout, on a fait le tour, je pense, hein. Ouais, Franchement, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Chez After Fight, en chaque fin d'interview, il y a le five. C'est 5 petites questions justement pour que les fans un peu te connaissent un peu mieux. ouais. Et aussi pour avoir ton point de vue sur encore quelques sujets. Je te pose les questions et tu peux développer derrière, il n'y a pas de problème. Ok. Tu préfères la perte de poids ou la prise de masse? La prise de masse. On aime les gros muscles. T'es plutôt machine ou halter? Franchement, les deux. Moi, je kiffe les deux. C'est Ça me montre. complémentaire les deux, ouais. Ouais, c'est complémentaire. Pour moi, en fait, souvent, on me pose la question, ouais, est-ce qu'on peut faire qu'avec des machines ou qu'avec des haltères, ça? En fait, je dis, à part si t'as pas le choix, pourquoi en fait tu profites pas en fait des deux? C'est complémentaire. Les machines, ça a plein de bénéfices. Les haltères, ça a plein de bénéfices. Et même en termes de ludique, de tout le temps t'entraîner avec des haltères. Moi, je me rappelle pendant le confinement, je m'étais acheté des haltères réglables et tout. Au bout d'un moment, j'en avais marre. Je voulais mes machines et tout. Et même en termes de résultats, en fait, si tu veux le max de résultats possible, c'est comme une caisse à outils. Plus tu as d'outils, si tu sais les utiliser, ben, tu vas être beaucoup plus performant. T'es plutôt, enfin, tu conseilles ou t'es plutôt footing ou vélo? Ah, putain. Là, tu me poses le col parce que j'aime bien les deux. Bah, je dirais footing quand même parce qu'on est dehors. Après, c'est vélo, on peut être dehors aussi, mais je t'avoue que footing, c'est beaucoup plus simple. Tu peux le faire quand tu veux, un footing. Je te dis là, tu vas courir, tu peux aller courir. Vélo, si t'as pas de vélo, t'as pas de vélo. Les compléments alimentaires ou le complément alimentaire que tu juges indispensable euh, pour la récupération, pour la musculation, pour la préparation physique? Je dirais créatine. Je pense, ouais, créatine. Euh, Parce que globalement, pour moi, perso, des retours que j'ai eus, des études que j'ai lues, de mon retour personnel, c'est juste de bons résultats. Après, je t'avoue que là, en ce moment, c'est ultra cher le prix de la créatine, donc il faut s'accrocher pour en acheter. Mais ouais, créatine, créatine. S'il y avait un truc à prendre, ça serait créatine. Et ton repas préféré? J'en ai plusieurs là. Franchement, je suis un Vas-y. gourmand, moi. Je dirais tieb ou poulet, lasagne et poulet aux olives. Parce que c'est de chez moi, donc poulet aux olives aussi. Ces trois-là, je pourrais en manger quasiment tous les jours, quoi. Yes, Nabil, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Tu es le bienvenu sur mon podcast quand tu Avec veux pour plaisir. reparler de cette passion qui nous rassemble. Je te laisse le mot de la fin pour clôturer l'interview et encore, n'hésitez pas à aller le suivre sur ses réseaux. De toute façon, tout sera en description. Ça sera relayé. Ta chaîne YouTube, ton Instagram, allez lui donner de la force. Et puis de toute façon, on reste connecté. Ouais, merci. Ben, pour le mot de la fin, je vais plutôt remercier les gens qui me soutiennent, en fait. Toi aussi, bien sûr. Ça fait plaisir, en fait, d'avoir des gens qui te suivent et qui, entre guillemets, valorisent ton travail. Ça me donne envie de continuer. Donc, merci à tous. Franchement, ça fait plaisir. Ça m'aide à continuer. Ça me motive énormément. Et si à chaque fois je reçois des messages, ouais, ta publication m'a aidé, ou tu te rappelles pas, mais il y a 2-3 ans, je t'ai envoyé un message, tu m'as répondu, ça m'a énormément aidé. Franchement, c'est des trucs, je suis trop content en fait de faire ce métier par rapport à ça. Je te dis, tu te sens utile et faut pas hésiter. Il y a des gens qui me disent, ouais, j'ose pas t'envoyer de message. Faut pas hésiter, je suis là pour ça. Certes, des fois, je peux pas répondre directement, mais je vais essayer de répondre, d'être disponible. Et voilà. En tout cas, merci à tous et on se dit à la prochaine. Allez, ciao.